Le bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer, ce bleu que moi je préfère, sans vraiment savoir pourquoi. J'aimerais tant rester fidèle à ma terre, oublier le vent éphémère, j'ai essayé tant de fois. J'ai beau dire, je reste, je ne partirai pas, chacun de mes gestes, chacun de mes pas, me ramène sans cesse, malgré les promesses, vers ce bleu lumière, l'horizon où la mer touche le ciel et m'appelle, cache un trésor que tous ignorent. C'est le vent doucement qui se lève et me révèle le bleu de l'eau. Si je pars, j'irai plus loin et toujours plus haut. Il faut aimer mon île et son histoire, pour ceux qui veulent encore y croire, oublier le temps qui passe. Il faut aimer mon île et son histoire, et garder encore l'espoir. Un jour je trouverai ma place. Je peux les guider, les rendre plus grands, les accompagner, je prendrai le temps. Mais cette voix cachée pense tout autrement, je ne comprends pas. Le soleil vient danser sur la mer éternelle, mais tous ignorent ses reflets d'or. Elle m'attend sous un tapis de lumière, la mer m'appelle. Moi je veux voir, derrière les nuages, de nouveaux rivages, l'horizon où la mer touche le ciel et m'appelle. Cache un trésor que tous ignorent. C'est le vent doucement qui se lève et me révèle que j'ai le droit d'aller là-bas. On nous explique qu'on va être sauvé par les voitures électriques. Vous vous rappelez? Les voitures électriques. Les voitures électriques obligées, fin en 2035 des voitures à moteur thermique, blabla, etc. Voiture électrique, voiture électrique, voiture électrique. En fait, personne ne vous parle actuellement dans les médias d'un bateau qui démarre d'Allemagne pour aller à Singapour en passant par l'Égypte, le canal de Suez, etc. et qui a pris feu le 26 juillet à cause apparemment d'une voiture électrique. Il y en a 500, 498 pour être précis. C'est le Fremantle Highway. Il y a 1500 véhicules, 1500 véhicules, 18 500 tonnes de marchandises. Et en fait, on apprend dans cet article que les piles de batteries au lithium, ça ne s'éteint pas. On peut pas les éteindre. On peut pas jeter de l'eau dessus, ça sert à rien, ça ne s'éteint pas. Jusqu'à la fin du combustible, en fait. Et là, c'est dramatique parce que il y a 500 véhicules qui prennent feu. Il y a eu un mort parmi l'équipage et des blessés. Et là, c'est gravissime. Personne n'en parle parce que c'est dramatique pour l'image de la voiture électrique. On l'a vu en France à différentes reprises, des scooters, des trottinettes qui brûlent, des bus qui brûlent, etc. Les voitures aussi. Et là, c'est les transports dans les grands navires. Là, c'est panique générale au niveau de l'industrie, au niveau des assurances. Et ils savent pas quoi faire. Parce qu'il faut envoyer les véhicules, mais si c'est pour que ça explose comme ça, il y a tout qui s'en va, il y a tout le bateau qui part en cacahuète. Bref, c'est rigolo. D'autant que apparemment 50% de ceux qui ont acheté des voitures électriques ont regretté leur achat. Parce que tout simplement, il n'y a pas de borne partout et qu'il est impossible de connaître le prix du chargement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune transparence sur le prix de la recharge et ça revient parfois très cher. Et donc, voilà, les gens regrettent. 50% des clients, des nouveaux acquéreurs de véhicules électriques le regrettent. C'est quand même un chiffre assez ahurissant, assez violent. Peugeot vient d'annoncer qu'il conserverait les moteurs à combustion interne plus longtemps que prévu. Mercedes
a revu à la baisse son mix électrique en 2028. Volkswagen retravaille un moteur thermique et d'autres constructeurs et groupes agissent de façon similaire. Ils sentent tous qu'il y a ils sentent tous qu'il y a un énorme problème, que les clients ne sont pas là. Ils espèrent tous que cette bêtise d'arrêter l'électrique en 2035 va sauter. Ils se disent, mais quand les États vont se retrouver face au mur de la réalité, ils vont bien être obligés de tenir compte de la réalité, que les gens n'en veulent pas et que de toute façon, on n'a pas assez de bornes et que même si on avait assez de bornes de recharge, on n'a pas assez d'électricité pour charger les bagnoles. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a pas assez d'électricité pour charger les bagnoles en 2035. Point. Fin du game. Donc, les constructeurs se disent, bon, bah, il y a un moment quand même, les politiques ont beau être complètement bornés, ils vont quand même voir le mur, ils vont réaliser. Donc, les constructeurs essayent de garder leur thermique le plus longtemps possible. Il y en a qui bossent sur même des nouveaux moteurs, ça c'est peut-être un peu optimiste, parce qu'un politique, pour revenir en arrière, il en faut beaucoup quand même, hein, puisqu'il n'est pas responsable. Donc, comme il n'est pas responsable, revenir en arrière, c'est saoulant. Hein. Donc en fait, voilà, les constructeurs espèrent tout ça, que cette folie politique, encore une fois, c'est pas si c'était le consommateur qui demandait, il y aurait aucun problème. Aucun problème. Mais là, c'est une folie politique. Les constructeurs espèrent que cette folie politique va s'arrêter. Du coup, ils entretiennent de plus en plus le thermique pour satisfaire les consommateurs, déjà pour vendre leurs bagnoles, parce que sinon, ils vont se retrouver avec des stocks comme Ford qui se retrouve avec 10 000 bagnoles non vendues, quoi. Tout le monde attend ce qui va se passer avec la norme Euro 7. Oui, parce que alors, en plus, actuellement, on a la norme Euro 6 pour les moteurs de voitures, et l'Europe, parce qu'elle n'était pas, vous voyez, c'était pas assez chiant d'embêter tout le monde pour 2035. Si tiens, on pourrait mettre des normes supplémentaires avant. Donc c'est des normes d'émissions de CO2, des normes voilà, c'est des normes. Et enfin, je l'ai lu tout à l'heure. Je vais vous la montrer. Voilà. La norme Euro 7 vise à renforcer les réglementations sur les polluants autres que le CO2, notamment les oxydes d'azote ou encore les monoxydes de carbone. Donc voilà, c'est des normes supplémentaires qui vont évidemment vachement bien aider une entreprise qui est en difficulté et qu'en plus on est en train d'offrir aux Chinois. Donc voilà, ça c'est le génie européen en ce moment. Merci beaucoup. Et nous ne ferons pas l'erreur de David Cameron, rassurez-vous. Nous n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France de l'Union européenne, ça je puis vous l'affirmer. Et donc tous les constructeurs se disent bon bah voilà, alors on a déjà 2035 où on est mal, on va voir déjà ce que donne Euro 7. Heureusement la France a priori a demandé l'annulation de la norme Euro 7 et donc les constructeurs attendent de voir comment va se passer les ambitieux plans d'électrification de l'Europe à partir de 2035. Et oui, aujourd'hui, ce n'est pas aussi sûr qu'il y a quelques années. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que... Mais les constructeurs l'ont dit depuis le début. Moi, je l'ai dit depuis le début. Mais en écoutant les constructeurs, hein, par Génie, et les experts. On ne produit pas assez d'électricité. Alors, moi, vous pouvez me mettre autant d'éoliennes que vous voulez, ça suffira pas. Hein, ou alors, on décide que les voitures ont le droit d'avancer que quand il y a du vent. Ça, bon, alors c'est autre chose, hein, c'est un choix de vie. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de vent, pas de voiture. C'est étonnant, hein. Mais sinon, si vous restez dans un monde normal, vous pouvez pas faire pousser des centrales nucléaires comme ça en 10 ans. Voilà, c'est comme ça. Hein. Comme ils ont fait n'importe quoi jusqu'ici, on va manquer de centrales nucléaires. Alors on peut mettre du gaz, on peut mettre du charbon comme en Allemagne, hein, qui fait énormément de charbon, qui du coup pollue 7 fois plus que la France. Mais même là, ça va être juste parce que le gaz, si vous en mettez partout des centrales à gaz pour créer de l'électricité,
bah, le prix du gaz, il va avoir tendance à beaucoup augmenter. Le prix de l'électricité aussi. Si vous mettez du charbon partout, bah, c'est bien, mais alors arrêtez de nous parler d'écologie, si vous voulez. Donc, donc il n'y aura pas assez d'électricité pour recharger toutes les bagnoles à partir de 2035. Et donc, les constructeurs, bah, maintenant, ils sont comme moi, quoi. Ils disent, bon, bah, on va attendre, on va voir à quel moment nos hommes et nos femmes politiques comprennent que c'est n'importe quoi et qu'il faut absolument revenir sur ces mesures qui sont totalement débiles. Parce que la voiture électrique, elle pose un problème immense, c'est que il faut mettre des stations de recharge partout. Donc il va falloir casser tous les trottoirs partout dans toutes les villes, devant tous les immeubles installés. Bah, quand vous avez un immeuble avec 100 voitures à pétrole, si vous voulez passer à l'électrique, il va falloir mettre presque 100 bornes de recharge. Il va falloir, donc ça va devenir très cher, ça va faire des montants partout, ça va être des coûts gigantesques, c'est un vrai problème. D'ailleurs, je vous le dis, je vais pas dire qui me l'a dit, mais il y a une personne qui travaille et qui a travaillé proche du gouvernement et qui m'a dit, ah oui, mais la voiture électrique, c'est pas pour tout le monde. En fait, bien sûr qu'on veut pas la voiture électrique pour tout le monde. La voiture électrique, ce qui est prévu, c'est qu'elle soit pour les gens qui ont de l'argent. Et les autres pourront pas vraiment l'acheter. Donc, ce qui va permettre d'éviter ce problème des stations de recharge et des recharges partout et de la recharge sur les autoroutes. En fait, dans la tête de la bourgeoisie et de la classe dominante, enfin ceux de la classe dominante, c'est « Ah mais non, mais les voitures électriques, c'est que pour nous. On le dit pas, mais c'est que pour nous. » Donc, parce que ça sera trop cher, on va le laisser, ça sera un peu cher et les gens pourront pas l'acheter. Donc là, on est vraiment dans un truc assez dégueulasse. La conclusion, c'était d'en tirer les conclusions. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance, à 2, à 1000, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves, on peut partir, bien plus loin que la grève, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur, ne sont que des mirages, laissez tomber les malheurs pour une fois, allez, venez, reprenez avec moi, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance, je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve, même un peu bête, mais bien inoffensive, et même si elle ne change pas le monde, elle vous invite à entrer dans la ronde, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, l'espoir, l'ardeur, prends tout ce qu'il te faut, mes bras, mon cœur, mes épaules et mon dos, je veux te voir, des étoiles dans les yeux, je veux nous voir, insoumis et heureux, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, et entrez dans la danse. Et vous venez d'écouter mon interprétation personnelle du titre « Toi plus moi » du chanteur Grégoire. C'est ici en direct sur Radio Climat, en simultané sur Facebook, en ce dimanche soir, le dimanche 19 novembre 2023. Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être avec vous ce soir. Et nous allons parler de l'actualité météo, puisque vous l'avez peut-être constaté, c'est ce que l'on vit en ce moment. On est en train de subir un changement de temps niveau Météo France.
D'ailleurs, le début de semaine à venir s'annonce plus frais et nettement moins pluvieux, d'après Météo France. Bon, c'est vrai que la configuration atmosphérique qui s'est mise en place ces 4 dernières semaines, eh bien, elle va radicalement changer. C'est-à-dire que les vents d'ouest vont cesser de ramener des perturbations pluvieuses sur l'Europe océanique. Des hautes pressions vont gonfler sur le proche Atlantique, tandis que de l'air froid en altitude va se développer entre l'Europe du Nord et la Méditerranée centrale, faisant plonger les basses pressions vers l'Italie. Donc, au programme pour la France, des précipitations modérées, plus consistantes près des côtes et au pied des Pyrénées, alternant avec des périodes sèches, mais aussi du Mistral et de la Tramontane et des pluies orageuses en Corse. Alors, vous avez constaté ce week-end, il a été doux et ensoleillé au sud, alors qu'il a été pluvieux hier samedi au nord. Donc c'est une perturbation pluvieuse qui a arrosé le pays ce week-end, qui a apporté des cumuls de l'ordre de 7 à 15 mm en général, localement 20 mm du nord de la Seine au Grand Est. Et dans la traîne qui suit cette perturbation que vous avez pu subir ce dimanche, quelques averses éparses qui ont circulé dans les Hauts-de-France, eh bien cette perturbation qui est arrivée donc samedi a glissé et continue de le faire d'ailleurs ce dimanche soir, et même ce sera encore le cas demain, du centre vers le sud, mais en perdant de son activité. Du coup, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir de la fraîcheur, du Mistral, et puis des pluies en Corse. Alors, mardi, les averses se produiront essentiellement sous forme de neige sur l'ensemble des massifs du pays, des chutes de neige faibles, plus consistantes dans les Pyrénées, où un blocage pluvieux va s'installer et traîner mercredi. Les averses se mettront en place en Corse, et Mistral et Tramontane vont se renforcer. C'est mercredi qu'on attend des précipitations conséquentes en Corse, qui, cette fois-ci, concerneront également la façade orientale, restée à l'écart des précipitations de ces dernières semaines, protégée des vents d'ouest par la montagne corse. Les températures vont s'installer autour des normales, parfois légèrement en dessous, notamment mardi et mercredi. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des joncs, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois les devants, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel.
Bienvenue sur Radio Climat dans le best-of. Tout de suite, nous proposons d'écouter 2 extraits de la radio RTM qui datent d'un 2 décembre. Le premier extrait est un extrait de l'année 2014 et le second extrait, un extrait de l'année 2015. Bonne écoute. Les Allemands, d'accord. Ouais. Exprès Deutsch. Ja, Siebenheit. Ah là 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 là. Bon, en tout cas, il y a Jérôme et Evelyne qui nous souhaitent une bonne nuit. Bah, on va souhaiter bonne nuit à tout le monde parce qu'il est déjà minuit 1. Donc... Bah oui, voilà. Evelyne qui nous dit qu'il n'y a rien en Moselle, 0 degré dehors. Voilà. Ouais. Voilà pour les observations météo. Et moi, ben, la neige, elle arrive à grands pas vers chez moi. Ouais, elle arrive à grands pas, mais ça va quoi. Il fait encore doux, on va dire, entre oui, 3 degrés, hein, comme tu disais, hein, voilà. Mais comme tu dis, il peut neiger jusqu'à 5 degrés. Mais les 2 pluies, je pense. Voilà, mais dans un premier temps. Après, ça va baisser un peu. Donc, oui, parce que les températures nocturnes vont encore descendre d'un ou 2 degrés. Voilà. C'est là qu'il faudra surveiller, être prudent. Oui, surtout demain matin. Surtout demain matin, c'est ça. Il y en a qui vont avoir des surprises. Eh oui. Donc, alors, soyez prudents, surtout sur le nord, qui est placé évidemment en vigilance jaune pour verglas et routes glissantes. Voilà. Presque tous les départements du nord, hein. Il n'y a que le nord-est qui est en vert. Oui, c'est ça, hein. Oui, c'est la liste qu'on a donnée. Enfin, il n'y a que le Pas-de-Calais qui est en vert, quoi. Oh, le Pas-de-Calais, ils ont l'habitude, hein. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que Pas-de-Calais, c'est pas là où on voit vraiment trop de neige, quoi. C'est plutôt pas mal dans le département du Nord. Non, et même les températures ne seront pas négatives cette nuit dans le Pas-de-Calais. C'est pour ça. Dans le Nord, l'Aisne, alors l'Oise, effectivement, la Somme a été rajoutée dans l'après-midi, en fait, hein. Oui, la Somme, oui, en plus, oui. En plus, hein, donc voilà. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, aïe, oui, ça se confirme. Voilà. Ah, tu te dis, aïe, attention à moi, quoi. Ouais. Et juste une dernière question, est-ce que vous pensez, sincèrement, que la neige, enfin les précipitations d'arrivée en Île-de-France, et surtout à Paris, vont se faire sous forme de neige, parce que ça va jouer à 1 degré près, quoi. Pour moi, oui, c'est pour ça que j'ai dit, ça risque d'être neige mêlée de pluie. D'accord. Je pense. Ah, mais l'Alsace aussi avait été ajoutée quand même, hein. Ah oui, ben, j'ai donné tout à l'heure la liste des départements. Ah, mais c'est pour ça que j'ai mal au rein. Ah, joli. Bien, bien. Ouais, il y a même la Haute-Marne qui est en vigilance jaune. Et puis évidemment, Seine-et-Marne et la région parisienne. Nord, pas celle du sud, hein. Ouais. Le Loiret est en vert. Et parce qu'on m'avait demandé justement pourquoi le centre n'est pas en vigilance jaune. Eh bien, parce qu'il n'est pas prévu de chute de neige de ce côté-là. Les neiges normalement devraient s'arrêter à Paris, voire Versailles. Ben, c'est ça. Après, ben normalement, il devrait plus avoir assez de neige conséquente, quoi, pour représenter un danger. Et vu les températures nocturnes, les gelées dans le on va dire le nord-ouest, ou l'ouest ou le centre-ouest, elles seront positives. Positives, d'accord. Voilà. Là, on sera à 3-4 degrés demain matin, donc c'est moins de la gelée. Ah ouais. Pour l'ouest et le nord-ouest. Bien, ouais. Maintenant, la question qu'il faudra se poser, c'est que le jour où il y aura une vigilance orange ou rouge, que Météo France va choisir le picto le plus significatif pour représenter le phénomène le plus dangereux. Mais est-ce qu'on saura aussi si ce même département est en vigilance jaune pour un autre phénomène, par exemple? Ah oui, comme en Belgique. Ouais, voilà. Oui, quand on tape, on sait que c'est par exemple pour un coup de vent et avec des orages ou avec des fortes pluies. Ouais. Oui, vigilance séparée. Ouais, mais enfin, sans pour être séparé, je sais pas. Quand il y aura un jour, il y aura la vigilance orange. Si on passe la souris sur le département, est-ce qu'il y aura écrit vigilance orange pour tel phénomène et vigilance jaune pour autre phénomène? Mais je pense que dans on le découvrira la prochaine vigilance. Ça devrait se faire chez Météo France. Parce que là, on a remarqué avec les épisodes pluvieux
On a vu forte pluie, inondation par exemple sur le Languedoc, mais il n'y avait pas un picto pour les orages. Hein. Oui, oui. Alors que ça aurait été bien qu'il y aurait eu un picto avec une vigilance pour les orages. Oui, mais alors du coup, comme Météo France ne vont pas mettre plusieurs pictos pour un même département. Ils vont pas charger la carte, mais bon, ils vont, tu sais, quand tu tapes sur le département, automatiquement, tu as les informations du département. Tu as le truc de Vigicru. Après, évidemment, les autres vigilances sur la même page. Et si tu veux voir Vigicru, tu tapes encore sur Vigicru. Ah ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, je sais pas moi, admettons, il y a un département qui est en vigilance orange pour de gros orages et qu'il est en vigilance jaune pour le vent. Bon, est-ce que ça sera mentionné Je pense que c'est la vigilance la plus importante qui primera sur la carte. Oui, mais il faudra quand même donner, je pense, des informations aussi. Ah, mais quand tu taperas avec la souris sur le département, je pense que là, tu auras les informations, justement, non? Voilà, mais c'est la question que je me pose, justement. C'est la question que je me pose. Si je pense que la réponse, on aura la vigilance jaune. Je pense que pour la vigilance orange, ils vont encore faire plus attention. D'après moi, je pense, hein. Ouais. Eh ben, une affaire à suivre, en tout cas. Voilà, mais de toute façon, on en reparlera dans les émissions prochaines, hein. Quitte à refaire un coup de gueule, on finira par nous demander alors, quelle carte il faudrait faire ou adapter afin que la personne lambda qui consulte une carte de Météo France puisse la comprendre correctement. Mais je pense que quand tu passeras la souris dessus, comme je t'ai dit, à mon avis, tu auras marqué département vigilance orange, puis jaune pour Ouais, c'est ça, voilà. Moi, je pense à ça, Alexandre. Eh ben, j'espère que ce sera ça. Alors, juste aussi, voilà, dans le site, je sais pas si vous connaissez le site Météo Alarme. Oui. Il y a la vigilance pour tous les pays européens. Oui. Ah ben, la France, il y a du jaune, mais il n'y a pas de pictogramme. Hein. Mais je crois qu'ils doivent l'adapter, hein, à partir de ce moment-là, quoi. Le faire pour les autres pays européens. Non, mais tous les autres pays ont un pictogramme. Ah oui? Et en France, oui, on en a pas. C'est Météo France, parce que c'est Météo France. Eux, ils se basent sur la vigilance de Météo France. Bah oui, mais ouais. Oui, mais voilà. Mais bon, Météo France, ils expliquent pourquoi, c'est bien. Mais vu qu'il n'y a pas de pictogramme, eh ben, dans Météo Alarme, il n'y a pas rien. Ben, ça va venir dans Météo Alarme. T'inquiète, hein, je sais. C'est sûr. C'est déjà nouveau pour les pictogrammes, alors. Il faut le temps que tout s'adapte, quoi. Oui. Non, mais on va pas être, comment dire. Je pense que c'est déjà. Moi, je trouve que c'est déjà voilà, il y a une avancée énorme. Il y a déjà des informations, rien que pour une vigilance de l'autre, déjà. Tout ça. Non, mais c'est déjà bien. Franchement, là, on va avancer. Hein. Chapeau, parce que c'était suite à notre demande, justement. Ouais, mais c'est ça. On avait demandé justement de pouvoir avoir plus d'informations. Non, mais ça nous donne envie encore plus de donner des informations et d'essayer de discuter, de faire des débats sur tel ou tel sujet pour pouvoir avancer. Voilà, et puis valoriser un peu la vigilance jaune, qui est malheureusement peu valorisée en France à cause de ce manque d'informations. Voilà. Donc maintenant, ça sera aux médias à faire leur rôle aussi. Hein. Exactement. Journalistes et tout. Hein. Voilà. Non, parce que c'est facile de critiquer Météo France, mais eux, maintenant, on pourra pas les critiquer en disant qu'ils font pas leur boulot. Quoi. En espérant que les médias ne diront pas mini-vigilance. Ah oui, ouais, ça m'étonnerait pas, oui. Pourquoi pas? Mais non, mais bon, voilà. Je pense qu'il faut pas exagérer. Ouais. Non, mais voilà, mais c'est bon. Il faut dire que les bulletins, par exemple, de BFM et de iTélé, quoi, ils sont assez rapides. Hein, ils passent pas 2 heures sur la vigilance Météo France. Hein. Ouais, j'avoue. Ouais, alors quand c'est orange ou rouge, alors quand c'est jaune, on n'en parle même pas. Hein. Ils en parlent pas, non. Non, bah non. Donc c'est ça aussi qu'il faudrait changer. Mais bon. Que les chaînes d'information partagent au moins les faits importants, quoi, en météo. Oui. Comme fait la chaîne météo. Hein. Bah oui. Parce que même la chaîne météo, quand elle met un picto en jaune, elle explique qu'effectivement ce phénomène est dû à cause de fortes pluies ou voilà quoi. Après, il faut s'attendre.
Ouais. Bon, ben après, je pense qu'on pourra pas non plus tout changer, c'est-à-dire que chaque média a ses propres chartes, on va dire. Et bon, bah voilà. Non, mais plus tu seras précis, plus tu seras écouté, d'après moi, je pense à ça. Oui, puis, ouais, bah, après, ça revient à leur propre responsabilité. Hein. Donc, d'un côté, sur leurs recettes publicitaires, ils vont remarquer qu'il y a une petite différence quand même. Ah bah, c'est leur problème, je dirais. Voilà. Je dirais. Voilà. Voilà, parce qu'on a déjà séparé le bulletin météo du journal télévisé, c'est justement pour pouvoir le développer un peu plus. En tout cas, Florent nous dit que certains sites météo sentent la naphtaline. Bon. Ouais, je pense. Allez. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais souhaiter une bonne nuit à tous les auditeurs. Et puis, en plus, il faut que je leur prépare le bulletin météo pour demain, quand même. Enfin, pour aujourd'hui même, parce qu'on est mercredi déjà. Donc, voilà. Ah, t'as pas fait ton bulletin en plus. T'as pas fait ton bulletin. Eh ben, il faut que je le fasse pour les lève-tôt, on va dire. C'est important. Bah oui, oui, surtout demain. Et surtout demain, oui. Et puis, il sera réactualisé en début de matinée aussi encore. Et si tu bouges pas, à midi. Ouais, non, quand même. Bah, après. Non, bah si, non, mais de toute façon, je vais manger au travail, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ouais, donc voilà quoi. Voilà, c'est juste que suivant les conditions de météo, soit je vais y aller comme d'habitude, ou soit j'irai en fin de matinée. Quoi. Parce que je sais qu'en fin de matinée, ça sera mieux au niveau des routes. Et puis on montre une photo de neige dans le centre de la Belgique. Ouh. Ah. On voit un petit centimètre quand même. Elle commence à tenir. Ah, c'est bien. À 21h30, alors je dis pas. D'accord. Donc c'est annonciateur, ça. Oui. À quoi s'attendre pour ces prochaines 24 heures? Surtout vendredi, hein. Vendredi. Ouais. Il neige partout en Wallonie. Certaines routes sont déjà blanches. L'alerte aux précipitations est maintenue jusqu'à 10 heures. Et oui, en rappelant qu'ils sont en vigilance jaune. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que Alexandre a un dernier mot? Oui, justement, j'attendais son petit mot. Bonne nuit. Eh ben voilà, je crois que tout est résumé, tout est dit. Merci Alexandre, merci. Tu nous apportes de la neige, tu confirmes la neige, Alexandre? Oui, je confirme. Voilà, il confirme aussi. Donc, oh ben c'est le principal. Voilà, si on est tous d'accord, hein, c'est qu'il va. Voilà. Voilà. Allez, bonne nuit à tous et à toutes. Vous avez la compagnie des programmes d'RTM de nuit. Je pense que ça va être les soirées lounge, non? Eh ouais, c'est ça, jusqu'à 3h et puis jusqu'à après... 3h du matin. Ainsi que le top de minuit, puisque nous avons arrêté l'émission bien après minuit. C'est ça. Allez, bonne nuit à tous et bonne continuation sur RTM. Demain, retour des maîtres du temps. Et puis jeudi, évidemment, la soirée, événement, anniversaire, avec toute la famille au complet, j'espère. Les maîtres du temps. Almanach et dicton météo. Débat sur l'actualité. Observation en direct, prévision et analyse technique dans la bonne humeur. Allez, il est 21h passé de 1 minute. C'est donc l'heure des maîtres du temps. Donc, bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. En tous les cas,
tout va bien, on est là avec vous en direct. Alors un petit programme sympathique ce soir qu'on vous a préparé. Pour m'accompagner, bien sûr, il y aura du monde avec moi. Donc pour en revenir au programme, donc il y aura bien sûr la chronique de Jessie, donc qui nous fera la suite, de très intéressant d'ailleurs de son bilan climatique. Et puis quelque chose qu'on n'a pas fait depuis bien longtemps, donc une petite météo expliquée, bien sympathique ce soir. Donc on va vous expliquer comment se forme la neige et surtout les conditions, c'est très important qu'il faut pour qu'il neige. Et ensuite bien sûr, quelles conditions faut-il pour les pluies verglaçantes et les granules de glace. Tout ceci donc, on y reviendra en détail ce soir. Donc pour m'accompagner, je le présente plus, vous le connaissez, c'est le patron du ciel, de la pluie et du soleil, c'est bien sûr Jessie. Salut Jessie, comment tu vas? Salut Noël, bonsoir à toutes et à tous. Oui, ça va très bien. Voilà, donc un peu fatigué ce soir parce que j'ai une journée très chargée et coincé dans les embouteillages à Paris. C'est pas marrant, surtout en ce moment. Donc du coup, voilà, je vais participer uniquement au début de l'émission, mais toujours pour un plus grand plaisir. Et bien voilà. Et puis aussi, vous l'avez compris, ce soir. Notre maître de science, notre fait du logis aussi, des fois sur RTM. Il s'agit de Alexandre. Salut Alexandre, comment tu vas? Salut Noël, salut à toutes et à tous. Ça va ça va très bien. Et puis salut à Jessie aussi. Ouais, salut Alex. Voilà, et puis on vous invite également à vous rejoindre sur le chat, donc via le www.radio-rtm.fr. Vous cliquez sur l'onglet RTM, et juste un peu plus bas, vous verrez l'onglet extra chat. Vous mettrez votre pseudo, vous cliquez sur connexion et puis vous pouvez donc nous rejoindre comme l'a fait Florian que l'on salue oui, ce soir. Et puis notre ami Isa également donc qui est avec nous ce soir. Donc bonjour à vous. Oui. Donc on va commencer donc cette émission donc par la rubrique de Jessie. Donc ça sera tout de suite après ce petit jingle. Allez Jessie, c'est à toi donc pour la suite donc du bilan climatique. Oui, que tout le monde attend tous, forcément. Alors, on avait parlé, souvenez-vous, c'était dimanche soir lors de la spéciale Claude François. On avait fait une petite rubrique aussi climatique où justement j'avais posé la question sur le chat, à savoir quels ont été les événements météorologiques majeurs de cette année 2015, même s'il n'est pas encore tout à fait terminé. Donc là, j'avais pas trop le temps forcément de rentrer dans le détail et on s'est dit tiens, on va le faire dans la semaine. Donc c'est chose faite maintenant. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, on va quand même rappeler les événements majeurs. Alors déjà, dans l'ordre, on va commencer par évoquer les 2 vagues de chaleur que nous avons eues en juillet, 2 épisodes de canicule donc qui ont concerné la France. On se souvient du 30 juin au 7 juillet et du 15 au 22 juillet donc 2015. Ils ont été entrecoupés d'un léger rafraîchissement du 8 au 14 sur la quasi-totalité des régions. Et puis de nombreux records absolus de température ont été battus. On a par exemple relevé 38 degrés 3 à Dieppe, en Seine-Maritime, donc le premier, 41 degrés 1 à Saint-Étienne, dans la Loire, le 7, et 41,4 degrés à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, le 16. Alors du 30 juin au 7 juillet, l'Est et le centre-Est de la France ont connu des températures dépassant souvent 38 degrés. Le 6 et surtout le 7, des pics de chaleur ont été enregistrés en Rhône-Alpes et en Auvergne. En montagne, les températures ont également atteint des valeurs remarquables, comme 26 degrés 1 au Montégoal, dans le Massif central, à une altitude de 1567 mètres, 34 degrés 9 à Briançon, dans les Alpes du Sud, à une altitude de 1210 mètres, et 35 degrés 7 à Chamonix, dans les Alpes du Nord, à une altitude de 1042 mètres. L'isotherme 0 degré est resté au-dessus mètres durant tout l'épisode, atteignant même, tenez-vous bien, 4870 mètres le 7 juillet. Alors, le second épisode entre le 15 et le 22 juillet. Ah bah oui, ça, je veux dire que même au sommet du Mont Blanc, il ne gelait pas. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Alors, le second épisode, ouais, c'est rare. Alors,
Oui, tu hallucines, effectivement. Alors, le second épisode, donc c'était entre le 15 et le 22 juillet, a particulièrement affecté les régions s'étendant du sud-ouest au nord-est, ainsi que les régions méditerranéennes. Des températures supérieures à 35 degrés ont souvent été observées des plaines du sud-ouest à la basse vallée du Rhône, dépassant 40 degrés le 16 dans le Limousin. Alors ces températures élevées associées à une faible pluviométrie ont engendré un assèchement très important des sols, notamment sur un large quart nord-est du pays. Et justement, on y vient, un autre phénomène météo marquant de cette année 2015, on en parlait aussi dimanche, c'est cette sécheresse des sols du Limousin au nord-est de mai à juillet 2015. Alors les sols superficiels se sont asséchés sur la majeure partie du pays suite à un déficit pluviométrique depuis le début du printemps. Du Limousin au nord-est, cet assèchement s'est accentué au cours du mois de juillet, suite aux faibles précipitations et aux températures exceptionnellement élevées. En juillet, de nombreux records de faible pluviométrie ont été battus, notamment dans le Limousin, en Bourgogne et en Champagne, avec 12,2 mm à Limoges, en Haute-Vienne, 8,6 mm à Châtillon-sur-Seine, en Côte d'Or, et seulement 5,4 mm à Troyes, dans l'Aube. Ainsi, fin juillet, du Limousin au nord-est, la sécheresse superficielle des sols a été une des plus sévères depuis 1959. Elle a perduré jusqu'à la fin de l'été, du nord du Massif central à la Lorraine et à l'Alsace. Par contre, quelques mois après, c'était l'effet inverse, alors pas vraiment dans les mêmes régions. Effectivement, on en parlait aussi dimanche, on a eu droit à plusieurs épisodes pluvieux orageux d'intensité exceptionnelle quand même dans le sud-est et la Corse. On avait dit pas moins de 4 quand même, ce qui est beaucoup. Alors sur les 11 premiers mois de l'année, il faut savoir quand même que les épisodes pluvieux orageux méditerranéens sont moins nombreux qu'en 2014. Donc c'est vrai qu'on se plaint de 2015, mais c'est rien comparé à 2014. Toutefois, le sud-est de la France a été frappé, on le rappelle, par des épisodes d'intensité exceptionnelle en fin d'été et début de l'automne. Alors lors de ces épisodes, des cumuls de précipitations supérieurs à 100 mm en 1 heure ont été enregistrés, soit des durées de retour supérieures à 50 ou 100 ans. Les épisodes du 23 à 24 août, mais aussi du 3 octobre, ont particulièrement frappé des zones urbaines, provoquant des inondations soudaines. Alors, ce qui est dingue, c'est que sur RTM, on a tous plus ou moins vécu au moins un épisode pluvieux orageux. Cet épisode a été particulièrement remarquable dans la région de Montpellier. Donc, on s'excuse s'il y a des coupures. Alors, Météo France a relevé jusqu'à 169 mm à l'aéroport, dont 154 mm en 3 heures. De plus, avec 108,1 mm en 1 heure, le record de l'intensité en 1 heure a été battu. Et il a tellement plu à un laps de temps limité, je vous dis. Bienvenue à toutes et à tous. Chez mes parents. Et il y a eu des fuites d'eau alors que donc c'est dire. Sur le reste de l'Hérault, on a relevé de fortes quantités comme 211 mm à Soumont, 206 mm à la Vacquerie et Saint-Martin et 158 mm à Lodève. Alors juste une petite question avant de continuer, c'est pour savoir si Noël a branché son câble ou s'il est en Wi-Fi. Alors non, si j'avais prévu ce soir. J'ai bien branché mon câble. Alors effectivement, il y a des petites coupures que j'essaye de reprendre tout de suite, Jessie. Bon, apparemment, c'est des micro-coupures de quelques secondes. Oui, c'est des micro-coupures, c'est pas très grave. Donc a priori, ça passe bien, Jessie. Bon, c'est bon, ok. Alors, je disais que oui, dans l'Hérault, les cumuls, même dans le Gard d'ailleurs, parce que je parlais de l'Hérault, mais les cumuls ont également atteint dans le Gard 161,4 mm à Villevieille et dans les Bouches-du-Rhône, 126,8 mm en 6 heures à Arles. Moi j'étais justement pas loin de Villevieille, donc c'est vous dire. Alors cette ligne orageuse a touché le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence le 24, avec localement encore de fortes intensités, plus de 50 mm en 30 minutes sur les secteurs d'Avignon dans le Vaucluse et de Saint-Auban dans les Alpes de Haute-Provence.
Alors ensuite, un autre épisode, c'était les 12 et 13 septembre dans le sud-est. 2 épisodes même de pluies orageuses intenses qui se sont succédés durant le week-end des 12 et 13 septembre. Les pluies cumulées sur les 2 jours ont dépassé 150 à 200 mm du nord de l'Hérault à l'ouest de la Drôme, atteignant 202,7 mm à Montélimar dans la Drôme, 268,6 mm à Villefort dans la Lozère, 275 mm à Colognac dans le Gard, 385,6 mm à la Vacquerie dans l'Hérault et 388,5 mm à Gros-Pierre dans l'Ardèche. En moins de 6 heures, il est tombé jusqu'à 115,7 mm à Solenzara en Haute-Corse, 118,8 mm au Luc dans le Var et 147,6 mm à Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes, que Isabelle connaît très bien. Mais là, malheureusement, ce n'était que les prémices de la tragédie qui a eu lieu 15 jours plus tard. C'est pour ça qu'il y a eu cette tragédie, parce qu'il avait déjà 15 jours auparavant beaucoup plu dans ce secteur. Et dans l'Hérault aussi, le 12 septembre, il est tombé en 1 heure 112,2 mm à la Vacquerie et 119,7 mm à Soumont. Ensuite, du 30 septembre au 2 octobre en Corse. Alors là aussi, on s'en souvient, une dépression qui s'est creusée le 30 septembre à proximité des Baléares, puis qui s'est décalée sur la Sardaigne le 1er octobre, générant de très fortes pluies orageuses sur la Corse. Les pluies ont été particulièrement soutenues entre le 1er en fin d'après-midi et la matinée du 2 sur le relief et ses contreforts est. On a relevé sur l'épisode jusqu'à 257,6 mm à Cuenza, donc en Corse du Sud, 344,9 mm à Campil en Haute-Corse et 363 mm à Quercitello, toujours en Haute-Corse. Ces cumuls représentent souvent l'équivalent de 2 à 3 mois de pluie d'un mois d'octobre en Corse. Et puis pour finir, le plus dramatique, c'est bien évidemment le 3 octobre dans le sud-est et particulièrement sur la Côte d'Azur. Un système orageux qui a traversé dans la journée le sud-est de la France, l'intensification des précipitations. Vous venez d'écouter pas moins de 2 extraits différents de la radio RTM, des extraits qui datent tous les deux d'un 2 décembre, premier extrait de l'année 2014 et puis le second extrait que vous venez d'écouter à l'instant, c'était un extrait de l'année 2015. En tout cas, ces 2 extraits sont combinés en un seul pour le best-of. À bientôt sur Radio Climat pour un prochain best-of, bien évidemment. Gare du Nord en novembre. Les cheveux en pagaille, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale. Tout à coup me voilà, les jambes fébriles. Qu'elle est grande pour moi, cette scène imposante où tout devient fragile. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat, et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je veux pas l'Amérique, envoler mon enfance, mais jamais rien n'efface les rêves ou la violence. Ah oui, ça vous glace, mais c'est pour ça qu'on chante. Donnez-moi des chouets et que vienne la pluie. On ne m'ôtera jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux amis. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat. Et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je veux pas
Je veux pas l'Amérique est plus fort que ma voix. Je l'entends frapper ce cœur qui bat et balayer mes larmes. Aimer, pourquoi? Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat et bam sur la musique. Messieurs, mesdames, me voilà. Je veux pas l'Amérique. Oh, 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 je veux ce cœur qui bat. Et voilà, vous venez d'écouter mon interprétation personnelle du titre Et bam de la chanteuse Mentissa. C'est toujours Jessie en direct, en simultané sur Facebook, ce dimanche soir. Le dimanche 19 novembre 2023. Alors tout à l'heure, lors de différents extraits où je exerçais, on va dire, ma passion de la radio, c'était notamment l'année 2014, mais aussi 2015, où j'aimais faire des bilans climatiques. Là, en 2023, j'aime bien continuer à en faire sur Radio Climat. Et là, je vais vous donner ce soir une chronique des pluies intenses et des inondations éclairs qui ont eu lieu dans le monde depuis l'année 1282 jusqu'à l'année 2001. Et toutes ces informations sont issues du fameux célèbre Guillaume Séché, donc qui a répertorié tous ces événements dans un de ses livres, le livre intitulé « Il y a plus de saison », qui est une chronique, on le rappelle, des grandes variations climatiques et phénomènes extrêmes. Donc ça s'est passé en 1282, donc ça remonte, suite à une violente tempête. Les eaux de la mer du Nord inondent en une journée le territoire de Zuiderzee, aux Pays-Bas, situé en dessous du niveau de la mer. En 1332, le fleuve Jaune, donc en Chine, sort de son lit, inondant toute la région et provoquant la mort de 7 millions de personnes. En 1421, la mer envahit une partie des Pays-Bas. 72 villages sont submergés, faisant 100 000 victimes. En 1574, le même phénomène se reproduit aux Pays-Bas. 20 000 soldats espagnols se noient à l'aide. En 1824, la crue de la Neva fait 10 000 victimes à Saint-Pétersbourg, en Russie. En octobre 1887, la région du fleuve Jaune, en Chine, est inondée. 900 000 morts. Les 30 et 31 mai 1889, la Pennsylvanie, donc aux États-Unis, connaît ses plus fortes précipitations. Il tombe 150 à 250 mm en 24 heures. Durant la nuit, les cours d'eau se transforment en torrents, charriant des débris dont des poteaux télégraphiques et des sections de rails. Le barrage de South Fork se remplit dangereusement et cède au milieu de l'après-midi du 31 mai. La masse d'eau libérée, environ 20 millions de tonnes, forme une vague qui déferle dans la vallée encaissée vers la ville de Johnstown, emportant tout sur son passage. Juste avant son arrivée en ville, la vague frappe l'acierie Cambria Iron Works, emportant des wagons de chemin de fer entiers. La masse d'eau déferle à 64 km/h, ne laissant pas le temps aux habitants de réagir. On comptera 2209 morts, noyés ou écrasés par les débris, pris dans les fils barbelés ou brûlés. Il s'agit de la pire inondation de l'histoire américaine au XIXe siècle. Ensuite, le 12 mars 1928, le barrage de San Francis Dam aux États-Unis cède sous la pression de l'eau. Bilan 450 morts et 900 bâtiments détruits. Le 1er février 1953, une violente tempête et une forte marée donnent lieu à de gigantesques inondations aux Pays-Bas et dans les pays avoisinants, 100 000 personnes sont évacuées et l'on recense 1487 victimes. Le 16 février 1962, Hambourg et la côte ouest de l'Allemagne sont touchés par des vents violents associés à une forte marée submergeant une partie du littoral. 150 000 personnes sont touchées et 315 meurent.
Le 9 octobre 1963, le barrage de Vajont, dans les Alpes italiennes, déborde suite à un glissement de terrain dans le lac de retenue. 5 villages sont partiellement ensevelis, faisant au moins 2000 morts. Les 3 et 4 novembre 1966, la ville de Florence, en Italie, subit une crue éclair de l'Arno. Les dégâts sont très importants, on compte 113 morts. De nombreuses œuvres d'art, des peintures, des livres et des manuscrits médiévaux sont détruits. Le 31 juillet 1976, des pluies diluviennes se déversent sur Big Thompson Canyon River dans le Colorado aux États-Unis. Il s'ensuit une inondation éclair de 6 mètres du canyon. 418 bâtiments sont détruits, des centaines de personnes sont blessées et l'on dénombre 139 morts. Le 24 novembre 1981, 20 000 personnes sont évacuées des côtes de la mer du Nord, entre l'Allemagne et le Danemark, où l'on recense d'importants dégâts matériels. Le 1er août 1993, le Midwest et le Mississippi aux États-Unis font l'objet de la plus vaste inondation connue. 38 000 maisons sont endommagées ou détruites, 20 millions d'acres de terres cultivables sont inondés. En 1998, les inondations liées au cyclone Mitch font 11 000 morts en Amérique centrale, dont 6 500 au Honduras. Le 19 décembre 1999, d'importantes inondations dues à des pluies torrentielles ont lieu à Caracas, au Venezuela. On dénombre 10 000 morts et plus de 150 000 sans logis. Et enfin, pour finir, le 10 novembre 2001, après 2 années de pluies importantes, la ville d'Alger fait l'objet de nombreuses inondations, occasionnant plus de 600 victimes. Des milliers de maisons sont endommagées. L'inaction du gouvernement donne lieu à des émeutes. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro. Une dernière danse, pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Viens la douleur dans tout Paris. Je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 que d'espérance. Sur ce chemin en ton absence, j'ai beau trimer sans toi, ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens. Je remue le ciel, le jour, la nuit, je danse avec le vent, la pluie, un peu d'amour, un brin de miel et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Viens la douleur dans tout Paris. Je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Dans cette douce souffrance dont j'ai payé toutes les offenses, écoute comme mon cœur est immense. Je suis une enfant du monde. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Viens la douleur dans tout Paris. Je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Climat. Vous êtes en compagnie de Wendy pour le bulletin météo de ce dimanche 19 novembre avec les températures comprises entre 9 et 17 degrés. Donc il y aura principalement des nuages et des averses pour toute la journée. À partir de 6 heures, il fera 11 degrés avec des nuages à 24%. À 7 heures, il fera 12 degrés, toujours nuageux avec 24%. 8 heures, 12 degrés, nuageux 24%. 9 heures, il fera 13 degrés avec des averses à 37%. 10 heures, il fera 14 degrés avec des averses à 39%. À partir de 11 heures, il fera 16 degrés avec des averses à 40%. Midi, il fera 16 degrés avec des averses à 48%. 13 heures, il fera 16 degrés avec des averses à 44%. 14 heures, il fera 16 degrés avec des nuages à 16%. 15 heures, il fera 16 degrés avec des nuages à 12%. 16 heures, il fera 16 degrés. Donc ce sera nuageux dans l'ensemble avec 18%. 17 heures, ce sera toujours nuageux avec 15 degrés et 24%. 18 heures, il y aura toujours des nuages avec 14 degrés et 20%. 13 heures, il y aura des nuages dans l'ensemble avec 13 degrés et 16%. 20 heures, il y aura des nuages avec 13 degrés, donc ce sera nuageux dans l'ensemble à 14%. 21 heures, il fera 12 degrés avec des nuages dans l'ensemble à 11%. Donc là, en fait, c'est beaucoup nuageux, en fait, toute cette soirée-là. 22 heures, il fera 12 degrés, toujours des nuages dans l'ensemble avec 12%. 23 heures, il fera 12 degrés avec des nuages dans l'ensemble à 12%. Et dans la nuit de minuit à 6 heures, alors il y aura beaucoup de nuages aux alentours de 10 et 12 degrés et entre 11 et 20%. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour la météo.